Bonjour à tous. Alors, histoire de changer un peu, aujourd'hui, on va s'énerver. Voilà. Je sais pas à quoi il joue. Je sais pas à quoi il joue, mais un jour ou l'autre, il va leur arriver des surprises. On m'a recommandé de voir le reportage de Élise Lucet là, à propos des méthodes managériales de Lidl et de Free, etc. Et quand même, quand on voit la façon dont sont traités les employés, y compris d'ailleurs, les petits directeurs, etc., par les directeurs au-dessus d'eux, on se demande si on est dans une entreprise d'un pays civilisé ou si on est chez les fous ou dans la mafia en fait. Parce que quand tu vois un directeur, je trouve que ça doit être un directeur général de région, s'adresser à un directeur local de magasin, je ne sais pas quels sont leurs intitulés à ces gens-là, en lui expliquant, je vais venir, si le magasin est mal tenu, tu vas voir, je te lâcherai pas, je serai là tous les jours, tu vas pas supporter, tu vas crever ou tu vas mourir. Les gars, vous avez déjà tout pouvoir sur vos subordonnés. Vous avez une législation qui est en train d'évoluer. Vous allez encore plus pouvoir licencier les gens comme de la merde, les payer encore plus une misère que maintenant. Avance! Mais bordel, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous? Pas possible, mon Dieu. Ah non, mais je vous jure, hein, franchement, non, mais vivre dans ce monde et conduire en ville en même temps, c'est un suicide au ralenti, hein. Je vous le garantis. Donc je disais, vous avez déjà un monde rêvé. Vous avez du pouvoir, vous pouvez écraser des gens, etc. Mais je vous conseille d'arrêter d'utiliser des mots comme ça, parce que ça s'est déjà produit que des patrons se retrouvent séquestrés par des manards, des ouvriers, des employés, etc. qui pètent un plomb. Déjà, il paraît que c'est assez choquant pour quelqu'un qui a l'habitude d'écraser les gens et du confort de son fauteuil en cuir et de son petit téléphone portable où on fout la pression aux gens. Mais vous voyez déjà, l'année dernière, il y a un patron, il s'est retrouvé en chemise. Il s'est retrouvé torse-poil. Hein, on lui a arraché sa chemise. Il a dû fuir, etc. Parce qu'il venait annoncer aux gens un nouveau plan social, de nouvelles mesures d'austérité pour les employés, etc. Et ça a choqué pas mal de gens. Mais je suis presque convaincu que ce patron-là, enfin que ce directeur-là, c'était pas quelqu'un qui parlait aux gens comme ça. Mais il faut, à un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu dis aux gens qu'ils vont mourir, attends-toi que peut-être celui qui va péter un plomb un jour ne se contente pas de te péter les dents. Peut-être que le mec là, à qui tu dis tu vas mourir, peut-être que si ça se trouve là, il est tellement stressé, et encore c'est un directeur le gars, il a sûrement un pas mauvais salaire, mais même en tant que directeur, on n'a pas à se faire parler comme ça, c'est pas supportable. Je pense que ce soit dans un rapport de clientèle ou que ce soit dans un rapport professionnel, il faut pas parler aux gens comme tu n'oserais pas parler à un mec dans la rue. Un mec que tu connais pas et dont tu sais pas ce dont il est capable. Parce que le type à qui tu parles, qui est en dessous de toi, il s'écrase parce qu'il veut garder son job. Mais attention, parce que tu le mets dans des conditions comme ça, si ça se trouve, il rentre chez lui, il boit, il dit rien, peut-être même que il dort plus, il n'a pas la patience pour les gosses, ou il devient insupportable, sa femme le supporte plus. Et peut-être que ce type-là, à qui tu parles comme ça, sa femme, elle va le quitter. Elle l'a quitté peut-être. Peut-être qu'il a perdu son divorce, le gars. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, il va péter un plomb et se dire qu'il n'a rien à perdre. Et il va débarquer dans ton bureau, ou quand tu vas venir le voir après l'avoir menacé et après lui avoir dit qu'il allait mourir, quand tu vas venir le voir, il va t'attendre sur le parking du Lidl, il va te mettre un coup de boule, il va te foutre ta tête
dans la portière de la bagnole, de ta bagnole de fonction, et il va t'éclater avec. C'est possible, ça peut arriver. Donc, franchement, arrêtez d'avoir des méthodes d'avoir un langage de voyou, dire qu'il faut tuer, dire qu'il faut harponner, dire qu'il faut... Vous pouvez pas parler comme ça sans, quelque part, signer un espèce de contrat moral avec l'univers en disant je m'engage à ne pas pouvoir me plaindre si un mec me pète les dents ou pire, ou me jette par la fenêtre de mon petit bureau de merde. Un jour, ça va vraiment mal finir. Ça va vraiment mal finir. Vous voyez, dans Marianne, là, enfin sur Marianne, j'ai vu un truc. Il paraît que dans l'industrie de la volaille, donc Marianne n'est pas un journal conspirationniste, ils nous l'ont assez dit, ils ont suffisamment, comme tout le monde, traité les gens qui savaient une information 5 ans avant eux, ils les ont suffisamment traités de complotistes à ce moment-là pour qu'on puisse considérer que Marianne ne rapporterait pas cette histoire si c'était pas vrai. Il paraît que dans l'industrie de la volaille aux États-Unis, il y a des chaînes où, afin d'augmenter et de maintenir la productivité, les employés n'ont pas le droit d'aller pisser. Ils n'ont même pas ménagé 5 minutes de pause pipi toutes les 2 heures ou un truc comme ça. Et donc, les employés boivent le moins possible, alors qu'ils sont en train de bosser, ils boivent le moins possible, et ils portent des couches. Je veux dire, faites gaffe. En plus, vous êtes aux États-Unis, c'est encore pire. Les gens peuvent avoir des armes à feu là-bas. Et un jour, mais il y a peut-être un gars, il va attendre les contremaîtres, les directeurs, etc., qui ont osé interdire aux gens d'aller pisser, à tel point que les gens portent des couches, des gens adultes qui bossent, qui sont obligés de s'uriner dessus. Mais c'est quoi le monde que vous voulez construire? Parce que pour l'instant, le profit est bon. Le cannibalisme, le capitalisme récolte les fruits de ça. Mais à un moment ou à un autre, il va vous donner des fruits pourris. C'est-à-dire que des fruits pourris, nous on les voit, on les bouffe. Mais un jour, il va vous en donner à vous aussi. Et je te le dis, le mec, là, le type qui peut être tenu responsable de ça, ou qui fait appliquer ça dans cette entreprise. Un beau jour, un type rancunier, nerveux, ou au bout du rouleau et relativement créatif, va t'attendre sur le parking, il va te braquer, il va t'emmener à un endroit où il aura une bassine, et il te dira, tu sais, je me suis retenu toute la journée, et mes copains aussi, et on a rempli le seau de pisse, et il va te noyer dedans. Alors là, l'Américain ne m'écoute pas. Oui, évidemment, on ne m'écoute pas aux États-Unis, je ne parle pas anglais. Enfin, je ne parle pas anglais sur la vidéo, sinon je parle anglais. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos traduites en anglais, ça ne servira à rien. Les problématiques que j'aborde sont surtout intéressantes d'un point de vue franco-français. Enfin, il me semble. Et puis, j'ai pas que ça à faire. Déjà, en français, ça me prend du temps, tant et si bien je le fais dans la bagnole, mais vous voyez, moi on me fait pas bosser dans des conditions pareilles. Bon, bien sûr, ça va venir, hein, peut-être pas à ce point-là quand même, parce que personnellement j'aurais été viré avant parce que j'aurais pété un plomb, un sacré plomb. Mais je pense que ça va se répandre. Vous voyez, ça va métastaser ce semi-esclavage, honnêtement, quand on se dit que les gens sont traités comme ça dans certaines boîtes, on peut aussi aisément supposer que quand ces gens-là ont payé leur loyer, nourri leur famille, il doit leur rester à peu près 0 $, 0 € sur leur compte. Parce qu'une boîte qui traite ses employés comme ça, les paye certainement également. Quand on traite les gens comme de la merde, en toute logique, on est cohérent, hein, et on les traite et on les paye comme de la merde. C'est logique. Donc je pense que ces gens-là, en plus d'être traités comme ça,
à la fin du mois, après avoir travaillé, ne doivent plus avoir d'argent. Donc, techniquement, à part que vous avez mis une étape intermédiaire entre le travail et avoir que dalle à la fin du mois, entre le travail et ne pas être payé, donc ce qu'on pourrait appeler de l'esclavage, à part ça, en fait, la seule chose, c'est qu'il y a eu un intermédiaire, c'est de te donner exactement la somme nécessaire pour bouffer et pour te loger et te déplacer pour aller travailler. Donc, la différence fondamentale entre le travail dans ces conditions et l'esclavage est quasiment nulle. Je veux dire, faut être connaisseur pour voir la différence. Faut être connaisseur pour voir la différence. Ou alors, faut voir l'extrême valeur ajoutée du fait d'avoir une télévision chez soi. Voilà. Techniquement, les esclaves étaient nourris et logés, et maltraités et humiliés. La seule différence qu'il y avait encore avant entre l'esclavage et le travail, c'est que, oui, tu avais un salaire, mais ton salaire, il te servait uniquement à être nourri et logé. Donc, en gros, tu travaillais gratos, ou alors tu travaillais pour finalement le même enjeu qu'un esclave, mais on te traitait avec de la dignité quand même, avec un peu de dignité quand même. Mais là, vous vous rendez compte ? Ils obligent des gens à se pisser dessus. Mais sérieusement, quoi. Sérieusement, mais vous étonnez pas, bordel, quoi. Si aux États-Unis vous avez un gars qui pète un câble et qui vous fait un bullying for Columbine dans les locaux de la direction générale au conseil d'administration de la firme. Putain, ce sera bien fait pour vos gueules. Là, je dirais pas que c'est un fou, le gars. Je dirais que c'est un gars que vous avez poussé à bout et qui a fini par se défendre, comme il a pu. Vous savez, vous devriez vous dire, vous êtes dans un univers où on vous montre beaucoup de respect, où on vous donne du monsieur, etc., 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 hein, où vous voyagez en business class, etc. Plein de gens vous montrent plein de respect. Hein, on vous appelle la clientèle d'élite, les hauts dirigeants, etc. Donc vous y tenez à l'honneur qu'on vous témoigne, au respect dont on fait part envers vous. Mais comprenez qu'il y a des gens, leur dignité, c'est tout ce qu'ils ont. Et il y a des gens, ils peuvent pas vivre sans. Ils peuvent vivre sans, si, ils peuvent, un moment, ils disent, allez, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ceci, pour cela, ça ira mieux un jour, blablabla, je suis courageux, je prends sur moi. Et puis, il y a un moment, ça craque. Alors, il y a des gens, au moment où ça craque, ils se mettent une balle dans la tête. Et il y a des gens, au moment où ça craque, ils te mettent une balle dans ta tête. Et j'en reviens à ce reportage-là. Je ne l'ai pas vu, je vous l'ai dit, hein, mais ça m'a fait penser au récit, je sais plus, j'avais vu ça sur YouTube, d'un mec qui bossait dans une boîte justement en tant que magasinier, un truc de livraison ou je ne sais quoi, où en fait tu as un casque sur la tronche avec une téléopératrice virtuelle, hein, de synthèse, qui te parle dans la tête, directement dans ta tête, pour te dire où aller, quel colis prendre, où le poser, quand le poser, qui te donne le rythme, la cadence, qui, si tu prends une autre route pour aller dire bonjour à un de tes collègues, te rappelle à l'ordre, parce que tu as un GPS sur toi qui trace tes mouvements de façon à ce que la téléopératrice puisse bien te guider, bien t'ôter tout libre arbitre dans ta façon de faire ton boulot. C'est-à-dire que une intelligence artificielle, en quelque sorte, s'impose à toi comme si tu n'étais qu'un corps, comme si toi-même n'étais qu'une machine. Parce que c'est déjà pas des boulots extrêmement épanouissants. Je l'ai fait, moi, magasinier chez Darty, etc. Trimballer des palettes, trimballer des cartons, trimballer des frigos, des fours, des trucs comme ça. Mais on avait le libre arbitre, on pouvait faire notre choix, choisir nos gestes.
Si on estimait qu'un deuxième mec devait nous aider qui passait, le gars posait son carton, il donnait un coup de main pour basculer le frigo sur le diable, pour éviter qu'en le faisant tout seul, tu te le mettes sur la tronche ou tu le foutes par terre. Mais là, si un deuxième mec a le droit, peut t'aider, c'est que la machine, c'est que le casque te l'a dit. Et qu'en principe, le gars qui passe à côté de toi, il n'est pas censé t'aider. Parce que lui aussi, il a l'opératrice virtuelle qui lui dit « Allez 3, colonne B, prendre colis 432-8, emprunter allée H pour retour, etc. » Mais c'est horrible. Normalement, c'est ton cerveau qui pense à ça. Et si ta route est un tout petit peu déviée, c'est pas grave, au contraire, t'as dit bonjour à ton collègue. C'est ce qui t'empêche de devenir fou au boulot. Et donc non, là on a laissé faire ça, il n'y a pas une loi qui interdit cette saloperie. Vous êtes en train de considérer que, en fait, l'homme est une machine. L'homme est une machine sur laquelle on va greffer une espèce d'interface artificielle, comme si les gens étaient télécommandés. Comme si tu leur retirais leur âme, leur esprit, pour n'utiliser que leurs muscles. Mais méfiez-vous, bon Dieu, méfiez-vous. Parce que les gens qui font ça, j'ai rencontré un type qui bossait là-dedans. Et j'ai vu je sais plus quel reportage sur YouTube, un type qui témoignait, en fait c'était pas un reportage, le type témoignait. Et ce qui revenait, c'est l'impression de ne plus être humain, en fait, l'impression d'être un robot, d'être une machine. Mais, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait. Méfiez-vous de ce que vous faites et de ce en quoi vous transformez les gens. Parce que quand vous traitez les employés comme des moins que rien, quand vous les jetez à la rue parce que ces gens sont de la merde, voilà, c'est des petites gens, ils valent pas grand chose, ils sont pas rentables, etc. Vous les traitez comme des gens jetables, comme des gens pas rentables. Ce qui fait que quand ils vous séquestrent, ils vous éclatent pas la tronche, quoi. On n'a pas vu de patron se faire péter la gueule, même l'autre il s'est fait arracher sa chemise, ils lui ont pas pété le nez. Pourquoi ? Parce que c'est quand même, vous les traitez comme des merdes, mais vous leur laissez quand même le droit d'être des humains. Mais faites attention, parce que ce que vous êtes en train de faire avec ces systèmes de robotisation de l'humain, là, avec vos saloperies de casques qui dirigent les gens, vous êtes en train de leur enlever leur âme. Vous êtes en train de leur donner l'impression d'être des robots, des machines. Et le jour où ils vont péter les plombs, vous verrez ce que c'est que d'avoir face à soi quelqu'un qui a perdu son humanité. C'est-à-dire que moi, vous voyez, je me sens encore humain au fond de moi. Je me sens encore humain au fond de moi. Les grands patrons là qui touchent des milliards, etc., des millions et des millions et des millions et des millions et qui licencient les gens. Moi personnellement, j'ai envie de leur péter les dents, mais j'ai pas encore envie de les tuer. Parce que même si leurs gamins sont des gosses de Bourges, même si des gosses de Bourges, c'est même pas le mot, hein, sont vraiment des gosses d'ultra Bourges, ils doivent être puants comme pas possible, les pauvres gosses, mais ils n'ont pas eu le choix. Même si leurs femmes sont certainement des pétasses superficielles et prétentieuses, qui connaissent rien au monde et qui achètent des trucs qui paieraient ma bagnole juste pour avoir une robe de soirée qu'elles porteront une fois. Même s'il y a tout ça, je me vois pas tuer Bernard Pinault ou Arnaud Lagardère, en fait, parce que je suis humain et parce que je peux pas m'imaginer déjà tuer un homme désarmé qui menace pas ma vie. Ça, c'est une première chose. À quelques exceptions, je vous en parlerai à l'occasion du sujet que je voulais aborder et que j'aurais peut-être pas le temps d'aborder parce que j'y vais arriver au boulot. Oh merde, je me suis trompé de route, mon Dieu, c'est pas vrai. Oh, je suis dégoûté, les copains, je me suis gouré de route. Eh oui, parce que je devais m'arrêter pour acheter de la bouffe pour mon chat et comment ça s'appelle
du sel là pour adoucir la flotte, là, truc anti-calcaire, je sais pas quoi. Et mince, il faut que je fasse demi-tour, je suis dégoûté, on s'en fout. Mais voilà, ce que je vous disais, si vous transformez les gens en machines, ne vous attendez pas, quand ils vous auront sous la main, quand ils auront atteint leurs limites, ces gens-là, qu'ils retrouvent en eux l'humanité que vous leur aurez ôtée à force de méthodes horribles telles que celle-là. Parce que de la machine à la machine à tuer, il n'y a qu'un pas, il y a un point commun, c'est le fait d'avoir perdu son humanité. Et je vous dis que le jour où un mec que vous aurez fait bosser comme ça viendra et vous dira bravo, je suis une machine et donc je n'ai aucune compassion pour vous. Vous avez réussi votre coup. Vos méthodes de managériat ont réussi à m'extirper cette humanité que vous trouviez tellement contraire à la productivité. Et bien maintenant je suis une machine à tuer et je vais être productif, les gars. Et il va vous dégommer tous froidement. Et vous l'aurez cherché. Vous pouvez pas vous attendre à ce que ce monde ait pitié de vous quand vous avez tellement peu de pitié, tellement peu de compassion, tellement peu d'empathie pour l'autre dès lors qu'il est en dessous de vous. Vous êtes à gerber, sérieux. Vous êtes... Je sais même pas exactement à qui je parle. Je crois que je parle à ce système. Parce que ce système va devenir comme ça. Ce système va devenir comme ça. Enfin. Ah, vous voyez, hein, j'ai choisi le sujet qui allait m'énerver le moins des deux. Parce que là, je vois pas un article sur Facebook qui passe. C'est peut-être pédo ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, qui l'a relayé. Ils ouvrent le débat sur France Inter. Doit-on obligatoirement considérer qu'avoir des rapports sexuels avec des enfants est un viol? Doit-on considérer que... Sérieux? Moi j'ai un petit garçon, il a 12 ans. J'ai une fille, elle a 7 ans. Je sais pas comment vous voyez vos enfants, les journalistes qui ouvrent ce débat avec tant de neutralité. En fait, ça fait suite à la décision d'un... Alors, je suis pas juriste, hein, les termes que j'emploie ne sont peut-être pas les bons. À la décision donc d'un juge, de requalifier en détournement de mineur, hein, finalement, l'affaire d'un homme qui a chopé, entre guillemets, qui a attendu une gamine de 11 ans à la sortie de l'école, une gamine de 11 ans, qui l'a entraînée chez lui, qui lui a fait faire une fellation à une petite de 11 ans, et qui ensuite l'a tout simplement violée. Eh bien, dans ce pays, messieurs, dames, nous avons un juge qui a décidé que ce n'était pas un viol parce que la petite ne s'était pas défendue et ne s'était pas enfuie, n'avait pas opposé de résistance. Alors là,